Je vais partir de ce que m'ont évoqué les questions. Et je vais vous raconter une histoire, qui est en gros l'histoire de l'Ondam. En l'an 2000, à l'époque je dirigeais la Caisse centrale de MSA, en l'an 2000, la France était considérée par l'OMS, c'était un peu excessif, mais enfin, un révélateur, comme le meilleur système de santé au monde, en l'an 2000. Mais ce système de santé, on voit bien qu'il n'est pas le meilleur au monde. D'ailleurs, la preuve, c'est toutes les questions que vous avez posées. Mais la meilleure preuve, c'est que ce système de santé, il a été fortement chahuté, pour pas dire autre chose, par la crise Covid. C'est-à-dire qu'il l'a prise de plein fouet et il a très mal résisté à la crise Covid. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter, c'est l'histoire, pourquoi on est arrivé là. Je vais prendre d'abord l'angle de partie 2 de votre question, qui est la question du financement, parce que ça explique largement les questions sur la partie 1 et les questions sur la partie 3. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000? Alors, je ne crois pas que mon arrivée à l'ACNAM en 2002 explique ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je suis arrivé à l'ACNAM, depuis 97, on avait un Ondam qui augmentait chaque année. Je fais un peu d'économie, mais je suis désolé, on ne peut pas traiter le sujet si on ne fait pas un peu d'économie. Donc, on avait un Ondam qui augmentait chaque année autour de 6 à 8%. Donc le problème, c'est que le système de santé était peut-être le meilleur du monde, ça c'est pas totalement sûr, mais qu'il était coûteux, ça c'est, mais pas tellement, le problème n'était pas tellement qu'il était coûteux, c'est que la croissance des dépenses de santé n'était pas soutenable économiquement. Quand j'ai pris la direction de la CNAM, j'ai fait faire un certain nombre de travaux, et en fait, la dérive des recettes, des dépenses par rapport aux recettes, était de 3 milliards par an. Si on veut couvrir ça, pour montrer que c'est pas soutenable, parce que évidemment les gens me disaient, mais oui, mais c'est normal que les coûts de la santé augmentent. Je disais, oui, mais 3 milliards d'euros par an, ça fait un point de CSG tous les 3 ans à l'époque. Aujourd'hui, un point de CSG soit 12 à 14 milliards. À l'époque, c'était 9 milliards. Donc, enfin, c'est difficile d'expliquer qu'on va augmenter de la CSG d'un point par an, d'un point tous les 3 ans. Donc, je me suis engagé dans un programme qui est de maîtrise des dépenses avec un objectif qui était de ramener en gros à quelque chose qui était entre 3 et 4%. Alors j'ai un graphique. Alors la courbe bleue, c'est l'Ondam réalisé. Les dépenses. Les dépenses Les réalisées. dépenses, oui. D'accord. Et la courbe bleue, c'est l'Ondam voté. Au début, à la fin des années 90 et au début des années 2000, on est entre 6 et 8%. Et après, ça décroît. Chaque année, donc le Parlement vote une loi de financement de la sécurité sociale, qui est le pendant de la loi de finances pour le budget de l'État, et qui en fait est plus importante parce que le financement de la sécurité sociale, c'est un montant supérieur au budget de l'État. Et dans le cadre de cette loi de financement de la sécurité sociale, il y a la prévision de dépenses pour les retraites, etc., il y a l'évolution des cotisations, etc. Et pour l'assurance maladie, on fixe non pas un budget, parce que fixer un budget, ça voudrait dire que si à la fin du mois de novembre, le budget est dépassé, on arrête. C'est l'angoisse qui a été développée à tort, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. On arrête de rembourser les soins. Donc on fixe non pas un budget, parce que le budget c'est limitatif, mais on fixe un objectif, avec une sorte d'ardente obligation de respecter cet objectif. Bon, au début, on n'a pas réussi parce que la tendance à la croissance des dépenses était trop forte. Donc, on a cette situation. Et quand je prends la direction de l'ACTAM, on est dans une situation qui est insoutenable. C'est que je développe, mon prédécesseur avait commencé nettement, je développe une politique de maîtrise des dépenses, j'y reviendrai, qu'on appelle de maîtrise médicalisée. Avec un objectif qui est de revenir autour de 3 à 4% d'année. Et au moment où Sarkozy arrive au pouvoir, en fait, d'abord, on arrive à respecter l'Ondam, mais surtout, on met le taux de croissance de l'Ondam de telle sorte
qui soit compatible avec le taux de croissance de l'économie. C'est-à-dire que si on dit le PIB va augmenter de 2, alors c'est en valeur, hein, donc en gros on fait un Ondam entre 2 et 2,5% par an pour que la part des dépenses de santé dans le PIB n'augmente pas. Pourquoi? De telle sorte que on n'ait pas à augmenter les prélèvements dédiés à la santé. Donc à partir de 2008, il y a une politique constante qui vise, jusqu'à la crise Covid, à ramener l'Ondam autour de 2,3% par an, ou entre 2 et 2,5, quoi, de telle sorte que la croissance des dépenses de santé soit en gros la même croissance que la croissance du PIB. Alors, vous allez après, bon, de telle sorte qu'on ne soit pas obligé d'augmenter les prélèvements affectés à la santé. Point. Et c'est la décennie horribilis, hein, c'est-à-dire 10 ans. Alors comment on fait? Alors on fait principalement non pas par de la maîtrise médicalisée, je reviendrai sur ce que ça veut dire, mais on le fait en utilisant les leviers dont dispose l'État. Alors de quoi il dispose l'État? Donc pas l'assurance maladie en fait, hein. Donc dont dispose l'État. Le principal levier, c'est les budgets hospitaliers. Et derrière les budgets hospitaliers, c'est les salaires des personnels hospitaliers. L'autre levier, c'est le prix des médicaments. On abandonne, grosso modo, à quelques détails près, l'idée d'optimiser la dépense de santé, mais je reviendrai sur ce que ça veut dire. Et pendant ce temps-là, on n'ouvre pas le numerus clausus qui avait été créé dans les années 70 et progressivement diminué comme instrument de maîtrise de la dépense de santé. Pendant ce temps-là, donc on a aussi, parce que même si Roselyne Bachelot avait essayé de relancer ça, euh, euh, refusé de faire un conventionnement sélectif, c'est-à-dire de conventionner, d'arrêter de conventionner des médecins dans les zones où il y en a trop, pour les inciter à s'installer dans les zones où il n'y en a pas assez. Pendant ce temps-là, donc, on a continué à financer la médecine libérale avec des financements à l'acte, dont on sait qu'il est inflationniste, qu'il n'assure pas le suivi des patients. Qu'est-ce que tu peux faire autrement que de payer le médecin quand tu vas Tu chez le peux médecin? faire ce qui existe en Grande-Bretagne, c'est un paiement forfaitaire, la capitation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as un paiement qui est lié au nombre de patients que tu suis. Mais tu as toutes les possibilités de faire des modalités intermédiaires. Mais c'est probablement ce qu'il faut, pas supprimer totalement le paiement à l'acte, mais faire en sorte qu'il y ait un forfait de suivi des patients et puis une un petit complément en fonction du nombre d'actes, etc. On a mis en place le médecin traitant, mais on n'a pas mis en place la réforme qui aurait dû aller avec. Et parallèlement, on a étendu le paiement à l'acte à l'hôpital avec la tarification à l'activité. Et surtout, il y a un phénomène qui se voit, c'est qu'il y a des fuites des médecins, ce qui est récent, hein, de l'hôpital public vers le privé, ce qui n'existait pas avant. Alors les médecins viennent se former à l'hôpital public, notamment comme internes, ils sont sous-rémunérés comme internes. Avant, ils se récupéraient dans la deuxième partie de la carrière, mais comme ils sont quand même moins bien rémunérés que dans le privé, ben, dès qu'ils peuvent, ils quittent le public pour aller dans le privé. Alors je dis le public, c'est aussi le public, c'est aussi le privé non lucratif, qui applique à peu près les mêmes règles que le public. Tout ça pour dire que c'est un système de santé complètement dégradé. Alors ça ne s'est pas vu tout de suite, parce qu'en fait, la tactique qui consiste à ajuster l'Ondam au rythme de croissance du PIB, c'est un peu la tactique qui consiste à réchauffer la grenouille dans l'eau doucement plutôt que de la plonger dans l'eau bouillante. Sauf que, ben, au bout de 10 ans, ça fait ses effets. Et les effets au bout de 10 ans, c'est que c'est la sous-rémunération des soignants. Alors, avant les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. D'où avec le problème, c'est que on est arrivé à la situation où on avait quasiment, alors j'exagère, mais à peine, les infirmières les plus mal payées des pays de l'OCDE. Vous avez derrière ça la crise des urgences, qui a démarré avant le Covid, hein. La crise
plus silencieuse, mais au moins aussi grave de la psychiatrie. On a les prix des médicaments les plus bas d'Europe, ce qui n'est pas sans lien avec les problèmes de pénurie. Alors, c'est pas la seule cause là non plus, mais ça y contribue. On a le fait que les 3 projets de réforme pour créer un 5e risque dépendance, aucun de ces 3 projets n'a abouti. Les EHPAD. Et en gros, alors les 3 rapports, on dit la même chose, il faut 10 à 20 milliards de plus pour prendre en charge correctement la dépendance. Le l'Ondam, c'est 265 milliards d'euros. Même si c'est 20 milliards, ça fait pas 20% des dépenses. C'est pas considérable. Droit opposable aux soins palliatifs. C'est très bien. Sauf que il faut mettre, alors le gouvernement, enfin certains disent qu'il faut 1,6 milliard, moi je pense que c'est 2 milliards de plus. Si on les met pas, on peut mettre tous les droits opposables qu'on veut, ça sera comme le droit opposable au logement, c'est-à-dire ça sera un droit virtuel. Et aujourd'hui, il y a 50% des gens qui pourraient requérir des soins palliatifs qui n'y ont pas accès. Et ben, sur la dépendance, c'est pareil. C'est-à-dire que si on ne met pas en place les structures d'accueil avec un taux d'encadrement suffisant, et puis plus généralement, il y a ce que j'ai appelé sur mon blog un rationnement d'atmosphère, qui explique par exemple cette aberration, c'est qu'on n'a pas reconstitué les stocks de masques qu'avait mis en place Roselyne Bachelot quand elle était ministre. Ce que je dis n'explique pas tout et il suffit pas d'augmenter la dépense, que je crois, pour régler tous les problèmes. Mais c'est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que de toute façon, si on n'augmente pas la dépense, et alors, bon, ce qui s'est passé avec la crise Covid, c'est ce que montre le graphique, la dépense a explosé, à mon avis, plus que ça n'aurait dû si notre système avait été plus préparé. Et depuis, donc le graphique le montre là, depuis la fin de la crise Covid, le gouvernement espère revenir à la logique qui était antérieure, c'est-à-dire on n'augmente pas plus que le taux de croissance du PIB. Et pour revenir, en fait, dans un premier temps, il fixe un taux de croissance de l'Ondam négatif pour absorber l'écart. Il n'y arrive pas, et ça explique, pour des comptes, dit il y a un risque de liquidité sur la sécurité sociale. J'ai écrit sur mon blog ce que j'en pensais, c'est un soi-disant risque de liquidité. Mais en fait, l'essentiel du dépassement, on va atteindre 25 milliards d'euros sûrement cette année, le déficit, de mémoire. Hein. L'année dernière, c'était 14 ou 15 milliards d'euros. L'essentiel de ce déficit, il est lié à l'assurance maladie, pour 90%. Les retraites, bon, un petit déficit, et puis bon, globalement, on fait régulièrement des réformes qui posent des tas de problèmes. J'ai des tas de choses à dire, mais c'est pas le sujet de ce soir, et qui fait que globalement, on arrive à peu près, sur la longue période, à équilibrer le budget des retraites. La branche famille que j'ai gérée est excédentaire. Et la branche, alors, accident du travail, maladie professionnelle, est excédentaire aussi. Enfin, c'est pas grand-chose, mais bon, elle est excédentaire. Donc l'essentiel du déficit, c'est l'assurance maladie. La dette est transférée sur la caisse d'amortissement de la dette sociale, donc celle-là, on n'en parle plus. Elle sera remboursée avec la contribution pour le remboursement de la dette sociale que vous payez sans vous en rendre compte avec la CSG. Donc elle sera remboursée et donc elle devrait être amortie en 2035. Il y a une partie des dépenses socialisées de la santé qui alimentent des profits. Et ça existe avec les labos depuis longtemps. Alors, normalement, c'est justifié par le fait que c'est du capital risque, c'est-à-dire qu'il faut créer beaucoup de molécules, il n'y en a pas beaucoup qui sortent, etc. Les labos n'investissent plus dans les antibiotiques, alors que on a aujourd'hui des souches totalement résistantes aux antibiotiques, etc. Enfin, j'ai beaucoup de critiques. Donc, mais fondamentalement,
ça fait partie des entreprises les plus rentables. Ce phénomène de financiarisation, il s'est étendu depuis à des tas de secteurs de la santé. C'est ce qui s'est passé pour les EHPAD avec le scandale de l'Orpea. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour les labos pharmaceutiques qui sont en plus, ils ont des tarifications qui sont extrêmement avantageuses. Donc il y a des chaînes de labos qui se sont constituées, qui sont des chaînes capitalistiques. C'est ce qui est en train de se passer avec la pharmacie, parce qu'il y a des chaînes de pharmacie qui sont en train de se constituer. Et si on regarde d'un point de vue macroéconomique, ça veut dire qu'il y a une partie de l'argent de la solidarité qui se transforme non pas en soins, mais en profit. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi Orpea, il y a un scandale? C'est que pour dégager des profits, eh ben, il faut serrer la vis surtout, faire du cost killing, de façon à pouvoir dégager des profits. Ce phénomène de financiarisation est en train de se développer. Alors, c'est pareil pour les cliniques privées. Les cliniques privées, aujourd'hui, ce sont des grandes chaînes. Autrefois, les cliniques privées, c'était des chirurgiens qui se mettaient ensemble, qui créaient une SCI et qui créaient une clinique. Toutes ces cliniques ont été rachetées par des grands groupes. Alors qui est lié principalement à l'effet du vieillissement de la population, au développement, tout est lié hein, au développement des maladies chroniques, qui sont en plus les plus coûteuses pour l'assurance maladie, puisqu'elles sont prises en charge en général en ALD. Donc, elles sont prises en charge à 100%. Il y a l'effet du vieillissement, il y a l'effet du progrès technique, qui en matière de santé n'est pas un progrès technique qui augmente la productivité, c'est un progrès technique qui augmente principalement la capacité à soigner, ce qui est bien, mais ça ne permet pas d'augmenter la productivité. Alors peut-être il y a des sujets où on augmente la productivité. Moi je pense qu'il faut maîtriser la dépense, parce qu'on ne peut pas tenir avec une dépense qui spontanément augmente à 5-6% chaque année, si on projette. Mais d'abord, il faut abandonner la voie tarifaire. Alors, une note qu'elle vient de faire Nicolas Revel, qui est l'ancien directeur de l'assurance maladie, qui est maintenant directeur de la PHP, pour Terra Nova, où il dit la même chose, il faut abandonner la voie tarifaire, en disant ça a eu toutes les conséquences qu'on a connues. Et d'ailleurs, lui-même en tire les conséquences parce que la PHP est en déficit. Pourquoi est en déficit? Parce que les revalorisations de salaire qui ne permettent pas de récupérer en plus l'écart qui s'est accumulé en termes de rémunération pour les soignants, qui sont le Ségur de la santé, explique, d'après lui, la totalité du déficit, à mon avis un peu moins, mais j'ai pas eu le temps de faire les calculs. Enfin, une grosse partie du déficit vient du fait que on n'a pas financé, enfin l'ONDAM ne permet pas de financer les revalorisations salariales qui ont été octroyées, et ça n'est que justice. Hein, et à mon avis, c'est pas suffisant. Et donc, la voie tarifaire, il faut l'abandonner. On a utilisé aussi le report sur les complémentaires. Je vais revenir sur une question d'ailleurs que vous posez. Les complémentaires, c'est des mutuelles, mais il n'y a pas que les mutuelles. Hein. Il y a des assurances et il y a ce qu'on appelle des institutions de prévoyance. Mais en fait, quand on diminue un taux de remboursement, ça veut dire que la complémentaire récupère. Mais en fait, c'est une escroquerie parce que d'abord, quand vous faites un calcul économique simple, le rendement en termes de remboursement de votre cotisation, quand ça passe par l'assurance maladie, c'est 95%, plus que 95%. Parce que les frais de gestion de l'assurance maladie sont à moins de 5%. Donc, en revanche, quand vous faites un remboursement par une mutuelle, le taux de remboursement par rapport à la cotisation, il est de 65%. Parce qu'entre les frais de gestion et les frais de prospection, qui sont extrêmement coûteux, et ben en gros, les mutuelles, les complémentaires en général, consacrent plus de 30%. Et donc, en fait, c'est une fiction économique parce qu'on fait passer un prélèvement, une dépense obligatoire, à côté de la CSG, dans une dépense contrainte. Parce qu'en fait, vous êtes obligé d'avoir une mutuelle.
soit que vous ayez une ouverture par l'entreprise. Et donc, les tarifs des mutuelles augmentent plus que n'aurait augmenté la CSG avec un moindre rendement. C'est une vraie escroquerie. Accessoirement, enfin, c'est pas totalement accessoire, il y a 6 à 7% des Français qui n'ont pas de complémentaire et pour qui c'est un facteur de renoncement aux soins. Depuis le plan Juppé, on a peu utilisé le report sur les complémentaires. Ce qui a été utilisé par Raffarin, moi j'étais contre, c'est la franchise, c'est-à-dire le fait qu'on paye, comme il disait, on paye 1 euro, etc. Ce qui est un vrai facteur d'exclusion des soins pour les plus pauvres, hein, parce que ça, c'est pas remboursable par les complémentaires. Et même si c'est plafonné, sur, une année donnée pour des gens qui n'ont pas de gros moyens, ça pèse dans un budget. Je pense que, cela dit, il faut maîtriser la dépense de santé, mais en utilisant, c'est ce que dit Nicolas Revel, ça m'a fait plaisir de le lire, en utilisant ce qu'on appelle classiquement la maîtrise médicalisée. Alors, c'est quoi la maîtrise médicalisée? Moi, je préfère dire la maîtrise, la régulation médico-économique, mais c'est de constater le fait qu'en fait, alors, le chiffre vaut ce qu'il vaut, mais qu'en gros, 20 à 30% des dépenses qui sont inutiles, voire néfastes, et sur lesquelles on pourrait éviter des dépenses. Alors, 20 à 30%, c'est beaucoup, mais c'est pas aussi simple de les récupérer. Je vais donner quelques exemples. La surconsommation de médicaments, c'est une caractéristique française. On a des médicaments moins chers qu'ailleurs, on a les ordonnances les plus longues d'Europe. Une action, alors ça a peu d'impact sur la dépense, mais c'est un gros impact sur la santé publique. Un de mes motifs de fierté, c'est d'avoir lancé la campagne Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et quand on regarde l'évolution de la prescription d'antibiotiques, on n'a pas fait de progrès. Je veux dire, c'est une catastrophe. Et faire l'achat du médicament au comprimé. Alors, moi, j'ai pas un avis définitif là-dessus. C'est compliqué à organiser. Je suis pas sûr que ça fasse des grosses économies, mais il y a un vrai sujet sur lequel j'avais essayé là aussi. C'est l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire des patients, et l'éducation à la santé. C'est-à-dire que d'autres pays se caractérisent, je vais d'ailleurs y revenir un peu, mais se caractérisent par un très très faible investissement dans l'éducation thérapeutique, dans l'éducation à la santé. On avait 1500 cas d'intoxication au paracétamol par an dans les centres antipoison. C'est pas rien, hein. Parce que les gens ne savaient pas que c'était la même molécule, mais sous des formes différentes. Il y a un vrai problème sur les nouveaux médicaments, comment ils sont rémunérés, combien de temps ils sont rémunérés, etc. Enfin, je pense qu'on ne peut pas, pour autant, ramener avec ces moyens. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense que ça marche. Mais on ne peut pas ramener avec ce qu'on appelle la maîtrise médicalisée le rythme de croissance au rythme de croissance du PIB, parce qu'il y a des facteurs structurels d'augmentation de la dépense qui, eux, continuent à subsister. C'est-à-dire qu'on fait des économies, alors c'est un peu vider la mière, on n'est pas avec une cuillère. De toute façon, le flot continue à monter en même temps. Donc, bien sûr, on peut restreindre et il faut le faire, mais il y a un mouvement dans l'autre sens. Et puis, il faudrait, si on veut justement faire en sorte que, enfin, il faut investir dans le système de santé. L'ONDAM enfin, les dépenses dans l'ONDAM sont considérées comme des dépenses de consommation. Et dedans, on n'identifie pas les dépenses d'investissement. Et les dépenses d'investissement, elles sont nécessaires, d'abord pour améliorer la santé, et éventuellement aussi pour faire des gains d'efficacité. Alors, des dépenses d'investissement, la principale, et c'est là où notre système est le plus catastrophique, c'est les dépenses de prévention. C'est une des questions que vous posez. Pendant toute la période que j'ai décrite, les dépenses de prévention vont augmenter moins que les dépenses générales de soins. Les vaccinations contre la grippe, parce qu'évidemment, ça, c'est une dépense de prévention qui fait faire des économies à l'assurance maladie. D'abord, notamment parce que ça diminue les dépenses en indemnité journalière. C'est bien pour les entreprises. Sauf que, bon, avec la remise en cause des vaccins, pas dans l'air du temps. Ouais, c'est pas dans l'air du temps. Mais ça, c'est une catastrophe, hein,
anti-vaccins. Moi, j'avais un slogan quand je dirigeais l'ARS Nord-Pas-de-Calais, c'est « Vous n'aimez pas les vaccins, essayez les maladies ». Je pense qu'il faudrait, en plus d'un point, dégager des marges d'investissement alors, dans la prévention. Avec ce problème, c'est que, contrairement à ce que tout le monde dit, la prévention, ça ne fait pas faire d'économie. Ça en fait faire quand on fait de la vaccination contre la grippe. Mais à long terme, quand j'enseignais ces sujets-là, j'expliquais à mes élèves que, en fait, ça avait été simulé dans les années 70, quand vous faites de la prévention et que ça marche, pas toujours, eh ben, les gens, ils vivent plus longtemps, et donc, ça fait quoi? Ça fait que, au lieu de mourir d'un accident cardiovasculaire à 60 ans, 70 ans, ils meurent d'une maladie neurodégénérative à 80 ou 90 ans, ce qui coûte encore plus cher. C'est pas une raison pour pas faire de prévention. On fait de la prévention pour que les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé. Mais c'est pas pour faire des économies. Il faut pas dire qu'on fait de la prévention pour faire des économies. Une bonne partie de la prévention, aujourd'hui, relève plus du système de soins. La prévention, elle relève de la politique environnementale, de la politique alimentaire. D'ailleurs, c'est une des questions que vous posez. Bon, la suppression des ZFE, là, qui est promue par certains, sur le plan sanitaire, c'est une catastrophe. Mais aujourd'hui, les problèmes d'air, moi, quand je dirigeais l'ARS de Lille, les problèmes de microparticules, c'est pas tous les problèmes d'air, c'était 6 mois d'espérance de vie perdue à Lille. 6 mois d'espérance de vie. Dans l'investissement dans le système de soins, j'avais aussi mis régler la question des déserts médicaux, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que il est trop tard, à mon avis, pour faire même si les députés se sont réveillés là. Et je pense que c'est trop tard, l'histoire de contraindre des non-installations dans les zones surdenses. Il faut le faire, mais ça suffira pas, parce qu'il y en a plus assez, même à Paris. Bon. Et deuxième sujet d'investissement, c'est augmenter les marges d'efficacité du système. Et je pense qu'il y a beaucoup de marges avec le numérique. Moi, j'avais développé, et bon, enfin, il commence à sortir de terre, le dossier médical partagé électronique. Ça, c'est un moyen, non pas forcément de faire des économies tout de suite, mais de faire de la meilleure santé. Parce que, bon, au moins, même si le médecin change, il aura accès à tous les éléments du dossier. Bon, ça peut éviter quelques exemples redondants, c'est pas là-dessus qu'on fait plus d'économies. Mais aujourd'hui, le numérique permet de faire des tas de choses, notamment des téléconsultations, etc. Ce qui, au passage, peut être une solution pour partie sur les problèmes de désert médical. Donc, ça peut faire des gains de productivité. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus beaucoup besoin de chirurgiens parce qu'on arrivera à faire des opérations plus précises avec des robots. Mais globalement, de toute façon, il y a une limite à ça, c'est que, d'ailleurs vous le posez dans vos questions, c'est que le soin, ça doit rester un humanisme. D'abord, il y a des charges qu'on n'arrivera pas à diminuer. L'accélération, par exemple, dans les EHPAD, les temps, etc., font qu'il y a une partie de la relation qui a disparu, ce qui est aussi une forme de maltraitance. Hein. Et alors, il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent augmenter à la fois la productivité et la qualité du travail. Par exemple, l'un des problèmes des soignants dans les EHPAD, c'est la manipulation des gens. Et donc, on peut avoir des équipements qui permettent de décharger. Mais il faut qu'une partie de ce temps gagné, et aussi de la qualité de travail, permette de remettre de l'humain dans la relation de soins. Parce que s'il n'y a pas d'humain dans la relation de soins, on perd quelque chose. Donc, on peut faire des gains de productivité, probablement, à court terme, pas beaucoup, mais de toute façon, il faut faire attention, parce que les gains de productivité qui ont été faits depuis une trentaine d'années se sont faits au détriment de la relation de soins. Ils ont été faits en utilisant des méthodes tayloriennes, hein, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'hôpital, c'est ça. Hein. On fait des mesures de temps et on organise les services de façon à ce que les mesures de temps, enfin, c'est connu maintenant, et ça crée aussi des problèmes pour les soignants. Enfin, il y a des soignants qui sont en burn-out, il y a des soignants qui quittent, Nicolas le dit très bien d'ailleurs, qui quittent le soin parce que ça devient insupportable. Il n'y a plus de sens à leur métier. Moi, je pense que le sujet principal de la sécurité sociale aujourd'hui, et de l'assurance maladie en particulier, c'est le consentement, ce que j'appelle non pas le consentement à l'impôt, mais le consentement à la solidarité. Le problème, c'est que
c'est absolument pas transparent pour les gens, et que pour avoir le consentement à la solidarité, il faut que les gens se rendent compte qu'ils payent pour quelque chose. Il y a besoin de rendre visible. Aujourd'hui, la Sécu est financée, l'assurance maladie est financée à peu près un peu moins de 50%. Il y a 20 ans, c'était 100%, c'est des cotisations sociales, patronales et salariales. Après, il y a un peu moins de 25% la CSG, un peu moins de 25% la TVA, et un chouïa sont les taxes sur les alcools, sur le tabac, etc. Puis il y a quelques transferts de l'État, enfin c'est du détail. Moi, je suis favorable à ce qu'on finance tout avec la CSG, c'est-à-dire qu'on supprime, qu'on transfère une partie des cotisations sociales sur la CSG, ce qui augmente l'assiette, puis l'avantage de ne pas peser trop sur le coût du travail, ça pèse sur les revenus de tout le monde. Mais enfin, c'est mieux que la TVA sociale qui, elle, est régressive. Hein. Ouais. Mais l'avantage de la CSG, c'est que c'est facile d'expliquer qu'on paye l'assurance maladie avec la CSG. Et que quand on doit augmenter les recettes, ben on dit on augmente la CSG, ça vous paye ça. Bon. Avec en plus des taxes comportementales affectées totalement à l'assurance maladie, alors sur lesquelles on pourrait avoir une taxe sur les boissons sucrées, etc. Enfin, il y a plein de choses, des taxes environnementales, principe pollueur-payeur. On augmente les recours sur succession, sur les grosses successions, et qu'on l'affecte intégralement à la partie dépendance de l'assurance maladie, ce qui est une façon de mutualiser le recours sur succession qui existe encore pour un certain nombre de prestations. Et donc, ça fait peser ce recours sur succession sur les plus riches. Je pense que de toute façon, je ne vois pas comment le gouvernement va couvrir 25 milliards de déficit, je crois que c'est ça qui avec des économies. C'est pas possible. En fait, si c'est possible, mais au prix de déremboursement massif, ça va foutre une pagaille invraisemblable. Et donc, ce qu'ils devraient faire, c'est expliquer aux Français, qui à mon avis sont capables de comprendre, qu'il faut mettre plus d'argent dans la santé. Les gens je pense, sont prêts à entendre ça. Quand je dirigeais la CNAM, j'avais des sondages, je ne sais plus qui avait fait ça, il y avait 3 questions. Pour équilibrer, est-ce qu'il faut diminuer les remboursements, augmenter les cotisations ou lutter contre la fraude? Alors tout le monde disait, il faut lutter contre la fraude. Évidemment, personne ne voulait diminuer les remboursements et personne ne voulait augmenter les cotisations. Bien sûr qu'il faut lutter contre la fraude. J'ai passé mon temps dans ma vie professionnelle à le faire. Mais c'est pas peanuts, c'est pas négligeable. La fraude à l'assurance maladie, c'est principalement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est principalement les professionnels de santé et c'est entre 1 et 2 milliards. Et pourquoi pas limiter le remboursement en fonction des salaires? Alors ça, c'était l'idée du bouclier sanitaire de Martin Hirsch. Moi, j'étais assez favorable, en fait. C'est de dire que le reste à charge est plafonné, et le plafonnement est fonction du revenu. Et moi, je trouve que c'est une bonne façon, comme le financement, si on prend la CSG, est un financement égalitaire, pas proportionnel, le fait qu'il y ait un reste à charge, dès lors qu'on pense qu'il faut un reste à charge, à mon avis, on ne peut pas faire autrement, que ce reste à charge soit plafonné en fonction du revenu. Qu'est-ce qu'on met dans le reste à charge? Si on met le ticket modérateur, c'est pas très compliqué. Le ticket modérateur, ou les franchises, c'est les 30% qui sont pas remboursés par l'assurance maladie sur les consultations, les 35 sur les médicaments, enfin bon. Les franchises, c'est les 1 euro ou les 50 centimes d'euros, etc. Le problème, c'est que dans le reste à charge, il y a quelque chose qui est absolument qui est très compliqué à avoir, c'est les dépassements d'honoraires. Et si on veut que ça marche, il faut mettre les dépassements d'honoraires. Médecin traitant par rapport au médecin référent, qui avait quelques défauts, et surtout, il y avait un gros défaut, c'est qu'on ne contrôlait pas ce qu'il faisait. Mais c'est comme le Canada Dry par rapport au whisky. C'est-à-dire que ça a la même odeur, mais ça n'a pas du tout le même effet. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'obligations sur le médecin traitant. Et en fait, ça avait surtout des objectifs
d'économie, puisque si tu passais pas par le médecin traitant, tu étais moins bien remboursé. Enfin, ça, honnêtement, c'est pas compliqué de respecter. Donc, en fait, là, bon, ça n'a pas bien marché. Et aujourd'hui, ça marche d'autant moins bien que c'est devenu très difficile. Moi, mon médecin traitant, après, elle travaille à l'IMM, elle a pris sa retraite, bientôt elle va arrêter. Je vais me retrouver dans la situation où j'ai plus de médecin traitant. Donc, si j'ai plus de médecin traitant, je vais être déremboursé. Enfin, c'est un truc aberrant. Et en revanche, alors, l'objectif initial, c'était pas forcément de faire des économies, mais même si ça a été présenté comme ça. Médecin traitant, initialement, c'était pour faire en sorte que les gens, les soins soient un peu coordonnés par le médecin traitant. Mais en fait, on n'a pas c'est pour ça que moi j'étais pour le dossier médical. On n'a pas les outils pour coordonner. Ça ne vaut ni tant d'honneur, ni tant d'indignité. Ça n'a pas fait des dépenses supplémentaires, mais ça n'a pas fait ni d'économie, ni beaucoup de meilleure médecine. Donc, il y a des degrés de liberté, de la souplesse qui n'existent pas dans l'éducation nationale. Le système, une grosse partie du système, en tout cas pour la partie libérale, repose sur un système conventionnel. C'est quand même, ça c'est une richesse. Moi, j'ai toujours été un défenseur du système conventionnel, même s'il est difficile à faire fonctionner parce que tu as des négociations tarifaires, etc. Bon, j'en ai mené quelques-unes, enfin plus que quelques-unes. Donc, bon, après, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour des tas de raisons. Les blocages, du côté de la médecine libérale, il y a un poids trop important, politique trop important, des médecins libéraux. Donc, les blocages, ils sont surtout de cet ordre-là. Et puis, bon, on ne sait pas dire non aux médecins. On sait dire non aux infirmières, on sait dire non aux kinés, parfois pas. Là, bon, je n'ai pas d'avis sur la réforme des transports sanitaires, mais je comprends ce que veut faire la CNAM. Bon, mais on voit bien quand même, honnêtement, il y a un vrai problème des transports sanitaires. Il y a un pouvoir de pression qu'on n'accepte pas. D'autres, en 1928, c'est au moment où on crée les assurances sociales, il y a un regroupement des syndicats autour des 4 principes de la médecine libérale. Euh, Colloque singulier, paiement direct, paiement à l'acte, et je ne sais plus, liberté de prescription. Voilà. Donc la CSMF, qui a été longtemps le syndicat majoritaire, regroupant des généralistes et des spécialistes, a été porteur de ça. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le paysage syndical a été modifié. Je pense que les jeunes générations, donc alors quand il y a des contraintes, qu'on envisage des contraintes, ils se mobilisent. Ils sont beaucoup moins, mais c'est un phénomène général dans la société, ils sont beaucoup moins dans des organisations qui structurent, qui essayent d'avoir une doctrine, une pensée, avec qui tu peux négocier. Donc, je pense que ça doit être plus compliqué que ça n'était il y a 20 ans de négocier. Je pense que l'assurance maladie est aussi probablement pour quelque chose. Hein. Probablement qu'on ne s'est pas préparé à ces évolutions sociologiques. Pour revenir sur ta question, je pense qu'il y a des marges de manœuvre et ce qui manque le plus quand même, c'est du courage politique. Et toi, tu envisages il y a possibilité de faire des grosses réformes structurelles plutôt que des ajustements, quoi. Je crains qu'on n'ait pas le choix, surtout. Ouais. Et je pense qu'il faut une réforme structurelle de toute la sécurité sociale, pas seulement de l'assurance maladie, qui passe d'abord par la question des ressources, mais qui, en contrepartie de l'augmentation des ressources, mettent des conditions. C'est-à-dire, enfin, il faut que l'assurance maladie se positionne plus, à mon avis, comme acheteur de soins, ce qu'elle est, qu'elle fixe des cahiers des charges, qu'on soit plus exigeant. J'ai participé à ça, à la création de la Haute Autorité de Santé. C'était que on définisse, non pas des protocoles, mais des bonnes façons de faire, qui évitent des dérives en termes de prescription, par exemple, qui fassent que quand on prend en charge une maladie, on sait à peu près comment on la prend en charge, qu'il y a des bonnes pratiques qui se développent, etc. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et je pense que ça s'est dégradé par rapport aux autres pays européens. Ouais. En tout cas, c'est ce que dit Nicolas dans sa note pour Terra Nova. Donc, je pense que comme lui est toujours dans le truc, s'il le dit, c'est un point sur lequel je pense qu'il a raison. Et, je pense et on avait créé la Haute Autorité de Santé pour ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup poussé pour ça. Et comme j'avais beaucoup poussé pour qu'on crée le Haut Conseil et l'assurance maladie pour faire l'équivalent du corps pour les retraites, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une sorte de consensus
sur le diagnostic financier. Si avec un vrai outil de pilotage, on doit pouvoir, c'est ce que j'avais fait à l'époque sur les arrêts de travail, ce que je voulais faire sur les ALD, c'est-à-dire faire du contrôle de gestion de l'ensemble de cette grosse entreprise, entre guillemets, parce que c'est pas une entreprise, qui est l'assurance maladie, de savoir où passe l'argent, où est-ce qu'on peut faire des économies, comment on peut redéployer une partie de ces économies dans des dépenses qui seraient plus utiles, comment on peut les récupérer pour diminuer la charge en termes de recettes, etc. Enfin, c'est de piloter le système. Il ne faut pas suradministrer le secteur. Mais on a aujourd'hui des outils informatiques qui permettent. On a mis un temps fou à ce qu'ils s'informatisent, les médecins. On a créé le dossier pharmaceutique qui fait que dans toutes les pharmacies de France, tu sais les médicaments qui ont été délivrés dans une autre pharmacie. Mais c'est pas l'assurance maladie aurait dû le faire, elle l'a pas fait. C'est les pharmacies qui l'ont fait. Doctolib, qui est une très belle innovation, mais l'assurance maladie aurait dû le faire, ça. Bon, les dépendances, c'est pas le plus grave. Enfin, je veux dire, bon, c'est grave pour les gens qui le vivent. Après, pour la société, le fait qu'on vive plus longtemps en bonne santé, globalement, tout le monde le dit, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que si tu vis très longtemps, tu consommes énormément de soins médicaux. À mon avis, ça va pas coûter, ça coûtera plus que ça coûte aujourd'hui. C'est ça qu'il faut expliquer aux Français. Mais ça va pas non plus, on a les moyens de faire en sorte de maîtriser cette dépense de façon à ce qu'elle n'explose pas. On ne met pas assez d'argent, donc il faut en mettre plus, mais la dépense ne va pas exploser, même progressivement. Je pense qu'on peut la maîtriser. Je pense que ce qui est une utopie, c'est de pouvoir la ramener au rythme de croissance du PIB. Ça, c'est pas possible, et ça produit ce qui s'est passé à l'issue des 10 ans. Je pense que ça finira par s'arrêter, mais que dans une période que je ne sais pas définir, peut-être 10 ans, on va dépenser plus que la richesse augmente pour les soins. Mais on va pas, si on maîtrise la dépense, ça va pas exploser. C'est juste qu'il faut penser qu'elle augmentera plus. Après, franchement, d'abord, c'est un secteur économique florissant. C'est pas aberrant de consacrer une partie de nos ressources à faire ça. Mais c'est un problème plus général que sur la santé. Et c'est un problème notamment pour les retraites. Mais la santé, ça m'inquiète pas plus que ça, hein, non.